Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 273e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui revient dans la cage mais aussi dans le ring cette semaine, un double débrief. On vous débriefe la victoire de Dricus du Plessis sur Israël Adesanya pour garder son titre des moins de 84 kilos, ça c'était à l'UFC, et on vous débriefe la victoire de Christian Mbili contre Sergei Derevyachenko, c'est en boxe, pour se rapprocher un peu plus d'une chance mondiale chez les super moyens. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver toujours sur YouTube et commentateur des One Friday Fights pour nous pour RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, ça va et toi? Ça va, on avait un beau petit week-end de bagarre quand même. Ouais, bon ça va, c'était chargé. Ouais, il y a une petite chose à dire. On va vous débriefer tout ça, MMA comme boxe, dans le Fighter Club. Avec leur rivalité un poil malsaine sur fond d'Afrique, on attendait leurs explications dans la cage. Et le champion a mis ses actes en adéquation avec ses mots. Dricus du Plessis a gardé sa couronne des moins de 84 kilos en soumettant l'ancien roi de la catégorie Israël Adesanya par étranglement arrière ce week-end à Perth, dans le combat principal de l'UFC 305. Une victoire qui confirme son statut d'homme à battre chez les poids moyens et envoie le Sud-Africain vers une revanche contre l'homme qu'il a détrôné en janvier dernier, Sean Strickland. Respecte-t-on assez Dricus du Plessis? Quelle suite pour Israël Adesanya? Le RMC Fighter Club débrief l'UFC 305 sans oublier de revenir sur l'événement boxe du week-end. La victoire sans vraiment briller de Christian Mbili sur un Sergei Deveryachenko sur un bras pour continuer son chemin vers un titre mondial chez les super moyens. Eh ben bon Baba, donc double dose de débrief aujourd'hui, mais on va commencer par l'UFC 305, notre premier thème du jour, donc Dricus du Plessis qui garde ça. On parlera aussi un peu des autres combats qu'il y avait sur la main carte, mais rapidement après, si ça te va. On commence par le main event, cette victoire de Dricus du Plessis au 4e round, étranglement, enfin fesse crank plus qu'étranglement arrière en fait, hein, il met trop de pression sur la mâchoire, donc Israël tape assez vite pour garder son titre des moins de 84 kilos, je l'ai dit, c'était l'UFC 305 à Perth en Australie. Il menait, pour je mette le contexte, après on commence nos débats Baba, DDP menait 2-1, enfin deux fois 29-28 sur les cartes des juges après les 3 premiers rounds. Moi perso j'avais Adesanya 2-1, donc on va en redébattre un peu. Et puis donc il met cet étranglement arrière fesse crank au 4e pour s'imposer, garder sa ceinture. C'était sa première défense victorieuse après avoir pris le titre en janvier dernier à Sean Strickland. Quelle impression globale déjà te laisse ce combat mon Baba? On va rentrer un peu plus dans les détails, mais sur la performance globale de... On en a parlé un peu en off au début. C'est très bizarre. Non, c'est bizarre. On va développer. C'est bizarre, hein. Je pense que tout le monde avait un peu la gueule de bois après ce combat-là, y compris des combattants. Hein. C'était intéressant à observer sur les réseaux sociaux qu'il y a une espèce d'unanimité sur le fait que Dricus, c'est un combattant qui est tellement bizarre, entre guillemets, que tout le monde se pose la question de comment il fait pour continuer à gagner comme ça. Sauf qu'il n'y a rien de plus factuel qu'un combat. Donc à la fin, même si ça donne sa vérité, un combat. Voilà, un combat, au final, il gagne et il regagne. Il a gagné, clairement, même s'il a été dominé la majeure partie du combat. Il a trouvé une solution et il a terminé le combat. Donc voilà. On va commencer par cette impression globale avant de rentrer dans les détails, même sur la séquence finale. En fait, moi j'ai noté sur ma page, c'est ce que je te disais juste avant en off qu'on enregistre, c'est un run absurde pour moi. C'est-à-dire absurde dans le sens littéral du mot absurde. Chaque fois qu'il combat, j'ai l'impression que c'est le moins fort des deux. Dans la cage, le moins fort techniquement en tout cas, tu vois, celui qui a le moins d'armes. Mais il est invincible. À la fin, c'est lui qui gagne. Tu peux le voir contre Brunson, même contre Till, il prend des sacrés coups. Contre Whittaker, il en prend en début de combat. Contre Izzy, sur les 3 premiers rounds, il se fait quand même malmener sur beaucoup de séquences, même si on va y revenir. Quand il frappe fort du Plessis. Et à chaque fois, il les finit. Il finit avec. C'est absurde, Baba, ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir un run très bizarre, en fait. C'est pas manquer de respect, hein. C'est pas du tout au contraire. Moi je trouve que c'est un talent en soi, de trouver toujours une solution pour gagner comme il le fait, sachant que en toute franchise, par rapport à l'expérience, en tout cas, des sports de combat que je peux avoir, c'est impressionnant à regarder, parce que en termes de fondamentaux, tu vois, de combat, hein, d'appui, d'équilibre, de manière d'attaquer, il y a beaucoup de moments où tu dis c'est tout ce qu'il faut pas faire, mais ça fonctionne. Ce que tu peux rentrer, c'est intéressant là, de rentrer dans le détail de ça. En quoi c'est parce que fondamentalement, en fait, c'est presque le mec le moins fort sur les fondamentaux qu'on ait vu,
arriver le plus haut possible en fait. Franchement, ouais. Tu sais, on se disait tous comment Strickland il a fait pour gagner la ceinture contre Adesanya, mais Strickland il a des victoires qui vieillissent bien et puis il a un style bien à lui. Il a un style bien à lui qui fonctionne bien avec son bras avant, qui peut embêter l'adversaire, avec son bras arrière qui est puissant. Défensivement, c'est mieux parce qu'il bloque bien les low kicks et tout. Donc tu vois, il y a des choses que tu dis ok. Dricus par exemple, quand il attaque, il part de loin. Il fait des explosions en fait, tu vois, d'attaque. Mais tu sais, il y a par exemple Whittaker qui fait beaucoup ça, qui part sur des blitz, on appelle ça, mais c'est éduqué. Ça va être du 1-2-3 avec une jambe qui va partir derrière. Techniquement, c'est éduqué. Voilà. Alors que Dricus, il va courir sur son adversaire en passant sa jambe arrière en même temps qu'il va frapper avec son bras arrière. Enfin, vraiment faire des choses où il va perdre des positions. Et on le voit, hein. Quand il termine son attaque et que ça touche pas, il est complètement déséquilibré, hors de position. Mais t'as l'impression en même temps que son adversaire il veut pas le punir parce qu'il veut pas rester dans cette distance là. Il veut pas l'adversaire, il dit je vais aller le punir, mais en même temps s'il se retourne et qu'il me touche bizarrement, je vais tomber quoi. Donc mais parce qu'on les voit hein, là contre Adesanya, c'est vraiment typique. Pendant les 3 premiers rounds, il y a pratiquement que ça. Enfin à part la séquence au sol dans le deuxième notamment. Sinon c'est ces explosions. J'explose sur un ou deux coups. Comme tu dis, techniquement, t'as l'impression qu'il se jette en avant, qu'il sait pas vraiment ce qu'il fait, qu'il balance un peu ses coups. Mais il n'y a pas de punition derrière. Alors même face à un contreur du niveau d'Adesanya. Ouais, il n'y a pas. Après ça, on y reviendra sur pourquoi Adesanya n'a pas pu le contrer, en tout cas à mon sens. Mais on l'a remarqué aussi contre Whittaker, on l'a remarqué aussi contre Till, comme tu l'as dit. Et c'est quelque chose qu'il arrive à faire. Voilà, c'est comme je te dis, il se retrouve la plupart du temps hors de position. Même sur ses takedowns, il termine face contre terre 3 fois sur 4. Mais il arrive à avoir son takedown. Tu vois, c'est toujours ça. C'est partir d'une situation qui, a priori, est mauvaise, mais il en fait toujours le meilleur. Alors moi, j'en ai fait une analyse globale. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou quelle nuance tu mets par rapport à ça. C'est quand même un mec qui tape fort. Oui, tu le vois d'ailleurs sur la séquence finale. Parce que tout le monde dit « Ah, Izzy, il a abandonné, il donne son dos. » Il est touché. Quand il tourne le dos comme ça, ce qu'il n'avait pas fait contre un Pereira, c'est bien qu'il les sent. Hein. Il sent bien les coups qu'il est en train de prendre dans la tête. Et il aime pas ça. Clairement, il aime pas ce qu'il est en train de prendre dans la tête. Donc je dis qu'en fait, DDP, il nous a fait un combo qui est un peu unique là dans le MMA, mais qui en fait marche dans le MMA moderne. Power puncher, ça frappe fort. Quand il frappe, il fait du dégât et tu le sens passer. Il a un menton. Quand il en prend, il tient bien. Et il a cette menace quand même des soumissions. Parce qu'on dit il est quand même plus fort qu'on le pense en grappling. Enfin, on n'a pas assez vu. Ce qui termine, Voilà, il s'est terminé au sol. Il a fait aussi du grappling à bon niveau. Enfin, au Quintet, je sais, il a participé à quelques compètes et tout. Il a un niveau là, mais on l'a pas tellement vu à l'UFC. Donc, tu as cette menace de la soumission aussi qui fait que tu peux peut-être pas t'engager assez pour le contrer contre sa technique un peu rudimentaire en striking. Et lui, il peut te finir un peu n'importe quand si tu fais une erreur. Alors que toi, avec les armes que je viens de te donner, t'as du mal à le finir en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un combo un peu chiant dans le MMA moderne pour l'adversaire. C'est plus que chiant. Et en fait, ce que tu dis, pour moi, ça définit sa caractéristique principale. Ce que je disais aux gars au bureau avant qu'on descende, c'est que si tu jouais au jeu à l'UFC, il a tous ses points dans la force. Mais les barres de points dans les jeux vidéo. Hein, c'est ça. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il est fort comme un taureau à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand il va frapper, il va faire mal. Quand il va t'attraper, tu vas avoir beaucoup de mal à t'échapper de son grip. Au sol, c'est pareil. Et à l'intérieur, même s'il est déséquilibré, en même temps, il arrive à garder une position qui fait qu'il peut quand même te frapper. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fort. Et on le voit sur la séquence de fin avec Izzy. Je pense qu'il touche Izzy, qui lui fait mal. Mais c'est surtout... Et quand tu es dans le ring avec quelqu'un qui envoie du volume et qui a un petit peu de puissance, tu as un ras-le-bol de prendre des coups et tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Il y en a marre. Et quand il se tourne, il dit, c'est un peu le message, j'en ai marre en fait, ça va jamais s'arrêter, il va continuer à m'envoyer des coups. Puis après au sol, ça va très très vite. Pas parce que Dricus a tout bien fait techniquement. Ça va très très vite parce que Izzy, il en peut plus. Il en peut plus, tout simplement. Il en peut plus. Il a en face quelqu'un qui, pour le coup, sait ce qu'il fait, qui rapidement prend sa position. C'est pas on le disait dans l'intro, c'est pas un étranglement arrière dans la beauté du geste. C'est un face crank. Il met son bras, il met toute sa force, comme tu dis. Il est tellement puissant. Izzy, il met 3 secondes à taper. Merci, au revoir. C'est m'a surpris parce que Izzy parle d'erreurs qu'il a fait au sol. Mais je pense qu'il verra à froid que c'est pas une question d'erreur technique. Je pense pas non plus. Pas pour moi en tout cas. Après je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Mais pour moi c'est pas spécialement une erreur technique. Non, c'est terminé en fait. Pour moi c'est qu'il en veut plus. À ce moment-là du combat, il veut pas. Et bravo à Dricus pour le coup. Là c'est tout ce que fait Duplessis qui emmène ça en fait, qui entraîne ça. Duplessis au final il est... par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est très bizarre de répondre à cette... difficile de répondre à cette question. Il est sous-coté en fait. Oui, je pense que oui. Oui, je pense aussi. C'est la définition du combattant sous-coté. En le voyant, t'es obligé de le sous-coter techniquement.
Mais en fait, ça gagne. C'est sinon, invincible. Et dans cette caté, dans ce sport-là, Ouais. il faut constater que la formule, elle fonctionne. Ça fonctionne. Et normalement, à partir de ce combat-là, ça doit être terminé. À partir de ce combat-là, tu dois partir du principe que Dricus peut gagner n'importe quel combat. Ça y est, c'est bon, on a compris. Surtout que c'est le seul dans cette catégorie qui a battu Easy et Whittaker. Et qui les a arrêtés les deux. Et qui a stoppé les deux. On rappelle quand même pour ceux qui suivent depuis moins longtemps, mais Easy Whittaker pendant des années, on va dire l'ère post-Anderson Silva, Chris Weidman, c'est eux qui dominent cette catégorie. Ils ont imposé une dictature sur la catégorie. Easy était le numéro 1 et on disait toujours de Whittaker, c'est le meilleur moyen de la planète hors Israël Adesanya. Il bat tout le monde à part lui. Il stoppait tous les contenders d'arriver jusqu'à Easy. Il vient d'arrêter les deux en un an. Donc il les a stoppés les deux. Il a battu Strickland qui était sur une belle série et qui venait de retirer la ceinture à Easy. Donc voilà, il faut toujours rester pragmatique sur le combat, c'est important. Et c'est bien qu'un mec comme Dricus il arrive et nous rappelle à ce pragmatisme justement, tu vois, où certes il y a tu vas pouvoir romancer les choses, tu vas pouvoir analyser les choses avant le combat, etc. Mais c'est le mec en fait voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, Dricus c'est l'ennemi des analystes. Moi je pensais, je suis tout à fait honnête, je pensais que c'était là qu'on allait voir la limite. Ouais. Je vais te dire, je remets un parallèle direct en tête, je voyais très fort un Griffin contre Anderson Silva. Exactement. De l'époque. Où tu vois, Griffin touche sa limite quand il affronte. Voilà. Par le mec ultra technique. Et tu vois la comparaison que je fais entre les deux, avec le style qu'avait Griffin. Mais encore une fois, il y a une différence fondamentale sur ce que fait Anderson que Easy ne fait pas. Mais oui, en tout cas, la comparaison, bien sûr, la comparaison, elle est là, elle est réelle. Et dans les premiers rounds, Easy donne plutôt raison, tu vois, parce qu'il arrive à marquer ses points. Mais il n'empêche que dans ma comparaison, là, c'est Griffin qui a battu Silva, en fait. Ouais, et voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour rester sur Easy, puisque tu as ouvert la porte aussi tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à le contrer selon toi aussi techniquement? Qu'est-ce que tu peux nous analyser de la perf d'Israël? Easy, il a toujours eu un problème. Même dans sa carrière en kickboxing, c'est sur les attaques en ligne. Et sur les attaques en ligne, on va dire répétées. Sur un 1-2, il va défendre très bien. Parce qu'il a une très bonne mobilité, très bonne souplesse du tronc, etc. Donc il va pouvoir défendre comme il faut sur un 1-2, même sur 3 coups, ça va pouvoir le faire. Dès que c'est quelqu'un qui va rester en ligne, qui va attaquer en avançant et qui va envoyer plus de coups que ça devient compliqué pour lui. On l'a vu avec Gastelum à l'époque, il a mis en difficulté. Et on l'a vu avec Whittaker dans le deuxième combat, par exemple, qu'il a mis en difficulté aussi. Strickland, bien entendu. Et d'autres combattants comme ça qui l'ont touché plus que de raison. Et le gros problème qu'il va avoir, et que par exemple Anderson Silva faisait très bien, c'est que Easy n'utilise jamais de pivot. Donc il va toujours autoriser son adversaire à rester sur lui une fois qu'il a terminé son attaque. Donc il va rester là, il va continuer à prendre certains coups, prendre un crochet en sortie de corps à corps ou quelque chose comme ça. Alors qu'en pivotant, en décalant, il pourrait s'éviter ça. Il s'éviterait largement ça. Et au bout d'un moment, avec tant d'années que je regarde Easy, parce que ça fait quand même très longtemps que je regarde ce gars combattre, c'est pas dans son arsenal. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Autre chose aussi qui aurait pu fonctionner, et pourtant c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien, ce sont les coups de genou. Mais Easy, c'est un combattant qui est très compétent quand il est, comme on dit, en the front foot, quand il est sur son pied avant, quand c'est lui qui veut dicter l'échange, il est très fort. Contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, où il gère ses combats en reculant. Ça, c'est parce qu'il était vraiment dans la gestion face à des adversaires qui étaient moins compétents techniquement et qui n'avaient pas les capacités. Il s'adaptait aussi à ce qu'il avait en face. Voilà, tu vois. Mais sinon, Easy, sur son attaque, il est fort. On l'a vu dans le deuxième combat contre Poatan à l'UFC, où il a décidé vraiment de prendre l'initiative des attaques à chaque fois. Il a eu beaucoup de succès. Là, par exemple, c'est le combattant typique où les genoux en contre, ça fonctionne. Où tu vas avoir des genoux pour intercepter les avancées de ton adversaire, etc. Ça va fonctionner. Ça n'a pas été utilisé. Donc, c'est des armes qu'il a normalement dans son arsenal, mais qu'il n'a pas utilisé pour le coup, les genoux. Donc, mais c'est Dricus qui l'empêche de s'en. Tu vois, comment tu l'analyses? C'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est dans quelle mesure c'est son adversaire qui l'empêche de faire ça. Et moi, j'ai envie de donner du crédit à Dricus plutôt que de dire que Easy, il a raté les choses. Moi, je pense que tu as un adversaire, Dricus aussi. On parle de ça. Pour moi, la force, c'est sa qualité numéro 1. Et la deuxième, c'est évidemment son mental. C'est un combattant tout simplement qui n'abandonne jamais. Jamais. Donc premier round, deuxième round, troisième round. Au bout du troisième round, tu te rends compte qu'il est exactement comme dans le premier. Il est toujours là. Il attaque toujours avec consistance. Il lâche rien. Et Easy, pour pouvoir vraiment... Easy, quand il termine ses adversaires ou quand il domine ses adversaires, c'est parce qu'il fait tellement de dommages dans les premières reprises avec les low kicks, avec les coups au corps, etc. Et là, il a vraiment labouré le corps de Dricus. Les middle, les crochets au corps. Normalement, au bout d'un moment, son adversaire ralentit
Et là, il peut se permettre, tu vois, de choisir vraiment ses moments, choisir les coups, être beaucoup plus précis et avoir un coup qui va terminer. Je pense, mais par parce exemple, qu'il à a fait Costa. du mal, hein, t'as raison. Parce que moi, je le dis, je donne 2-1 à Adesanya après les 3 premiers rounds. Je trouve qu'il fait du mal, bon il fait dégât. mal. Il n'y a pas l'impact visuel qu'ont les coups de Voilà, Duplessis mais quand ça il fait mal. explose. Ce qui Ouais. fait que beaucoup de gens disent ah, mais Duplessis fait. Oui, t'as peut-être plus de dégâts visuellement, Oui, t'as bien cette sûr, impression-là. bien sûr. Mais celui qui fait le plus mal, qui fait le plus de travail, corps, tête, tout ce que tu veux, c'est easy. C'est Ouais. easy, donc ça fait mal. Et on l'a vu avec Paulo Costa, on l'a vu contre Whittaker, on l'a vu contre comment il s'appelle, Cannonier. Où à un moment, les mecs, ils ont plus la mobilité qu'ils voudraient, ils ont plus le cardio qu'ils voudraient parce qu'ils ont pris trop de dégâts. Ça ne marche pas avec un mec comme Dricus, visiblement. Il y a Strickland qui avait empêché Izzy de faire ça parce qu'il avait décidé d'avancer sur lui et défensivement, il répondait très bien. Strickland. Il avait très bien préparé son plan Strickland. Pour Donc le coup. là, en 2 combats, on a vu 2 manières différentes de complètement désarçonner Izzy en fait. Et c'est assez intéressant à voir que c'est des combattants Et en plus, qu'on croirait limités. Avec 2 combattants au style atypique et que souvent on note comme limités techniquement. Comme quoi, il y a quelque chose qui est super important dans le combat, c'est la préparation. Ouais, bien sûr. Et on le dit souvent aussi, les styles font les combats. Et c'est pas parce que tu es techniquement meilleur que tu vas pas être dans un bourbier face à un mec comme ça. Il était extrêmement bien préparé pour Izzy et surtout qu'il respectait Izzy au maximum possible. Il s'est préparé comme jamais. Ça complètement. Et d'ailleurs, on le voit même dans son attitude après le combat. On sent bien qu'il y avait même ce qu'il dit sur lui. J'ai partagé la cage avec une légende. Il savait qu'il affrontait Duplessis. Il l'a pas pris du tout par-dessus la jambe. J'ai titillé, mais qui c'est qui arrête ça? Qui arrête Duplessis là dans cette KT C'est ça. Chimaev? C'est possible. Après, Chimaev, il a montré aussi qu'il avait des problèmes de cardio. Oui, bien sûr, il a des gros. Il peut se faire prendre au jeu du cardio par un Duplessis pour le coup. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Duplessis peut marcher sur Chimaev au 3e round. Moi, je pense qu'il peut. Il peut lui marcher dessus s'il tient le premier. Moi, j'ai regardé après un petit peu hier soir en chaud, l'émission. Moi, j'ai vu que Soldic l'avait stoppé. C'était en welter. C'est il y a quelques années déjà. Quand il était au KS. Voilà, exactement, au KSW. Mais donc, c'est simple. Il faut quelqu'un qui cogne. Un Powhatan, quelqu'un qui cogne de façon absurde. Tout comme lui, physiquement, c'est absurde. Sa capacité à encaisser, elle est absurde. Il faut quelqu'un qui soit un puncher. Il faut puncher, tout simplement. Il faut vraiment que tu fasses des dégâts qui soient au-delà de ce qu'a fait Izzy. Répondre à l'absurdité par l'absurdité. Il faut lui faire très très mal. Sinon, le chemin que tu prenais, je suis plutôt d'accord, ça va demander aussi probablement un grappleur compétent dans un autre cas. Un grappleur qui soit vraiment compétent et qui choisisse justement d'emmener le combat dans ce terrain-là. Si tu lis même sur la lutte, il est fort physiquement. Pour l'étouffer, il va falloir un mec qui est vraiment un truc en plus. Un mec qui puisse se dire s'il m'amène au sol, Dricus, c'est pas grave. Au contraire, sur mon dos, je vais le menacer et je vais pouvoir le soumettre. Il y a quelqu'un qui arrive dans la catégorie là, qui va combattre Cannonier, qui est Calio Borralho. Et je me dis, tout à fait. À retrouver il peut avoir certaines armes pour le faire. Ça permet, petite parenthèse, ce sera le week-end prochain, c'est à Las Vegas. J'arrête Cannonier contre Borralho, c'est le main event. Donc c'est un combat important dans cette KT, parce qu'on sait que c'est la KT de la Sourdini-Mavov aussi qui est dans le top 5. Donc on a envie de voir ce que va donner la suite pour cette catégorie. Mais c'est intriguant parce que Duplessis, tu te dis, il y a plein de match-up où il peut s'en sortir dans cette KT-là. Bien sûr. Et un Assour qui est très complet, que j'adore, c'est compliqué contre un Duplessis. Avec son cardio, avec son style atypique, c'est compliqué. C'est pas facile. Nassour, il a les armes aussi. Il a les armes, totalement. Izzy aussi a les armes. Strickland a les armes. En fait, tu me donnes le top 10 de la KT, ils ont tous les armes pour battre Dricus sur le papier. Sur le papier, ils ont chacun une arme ou deux armes. Je vois totalement. Et à la fois, si tu te dis que Dricus finit les 9, avec ce qu'on a vu là, c'est pas non plus si absurde que ça. On peut s'embarquer sur un run légendaire que au bout d'un moment, il faudra se dire bon. Ce serait une dinguerie. D'ailleurs, c'est déjà le prochain combat pour le titre, il est déjà acté puisque Dana White avait prévenu avant le combat que le vainqueur allait prendre Sean Strickland, donc l'ancien champion qui avait détrôné Adesanya et qu'ensuite Duplessis a détrôné. C'était en janvier dernier. On va pas se mentir, on l'avait pas méga aimé ce combat-là techniquement en tout cas. Donc on n'a pas hyper hâte de la revanche, mais en fait, ça va devenir intriguant. Chaque fois que Duplessis combat, tu vas avoir envie de voir ça parce que ça va avec tout ce qu'on a dit au début de l'émission. T'as envie de voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut mener ce run, qui peut arrêter ça. C'est hyper intriguant les combats de Duplessis. Sachant qu'il avait beaucoup galéré et pour pas mal de gens, Strickland avait gagné ce combat. Donc tu vois, c'est comme quoi, c'est pas qu'il est invincible. Il y a des manières de battre. Et Strickland, lui, il a bien failli le battre. Pour certains, l'a battu, encore une fois. Donc, par contre, je crois que ça va être très difficile de le stopper ou que ça va être très difficile de le dominer entièrement pendant 5 rounds. Je comprends. Vu avec sa dimension physique, son mental et tout, ça va être très, très. Et puis, le style que je disais tout à l'heure, qui rend compliqué à le soumettre parce qu'il a aussi le danger de la soumission. Lui, il frappe fort, il a un menton. C'est un combo qui est compliqué à prendre pour un combattant MMA. Et Borralho, tu le disais, c'est peut-être aussi un profil, tu vois, qui peut. Il affronte le 5e, il est 12e, mais il peut très vite
faire un bond au classement et rejoindre un peu la discussion des Nassour et des Whittaker, des Chimaev, de tout cela. Donc ça peut être assez vite très intéressant pour ça. Et puis il y a le nom que tu as cité, parce qu'il en a fait un clin d'œil quand même. Pour Poatan, Alex Pereira, éternel troller, qui met un petit post juste après le combat pour dire je suis prêt à descendre une dernière fois à 185. Drocaro, on rappelle, il est champion à moins de 93 aujourd'hui. Et tout le monde l'attend plus chez les poids lourds aujourd'hui qu'en redescente en 84. Mais il dit je suis prêt à le faire pour aller affronter DDP. Troll aussi un petit peu à Adesanya en disant je vais aller faire ce que t'as pas pu faire là. Bah oui. Pour moi, faut pas. T'en as envie, t'y crois? Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il redescend plus. Hein. Je pense pas. C'est pas possible. Que là, c'est vraiment pour le troll. Ça va être trop compliqué. Je pense que Dana White va refuser catégoriquement. Je pense qu'il a de plus grandes aspirations pour lui plus haut. Je pense que c'est juste le troll. Il faut pas voir autre chose que ça. Je pense que Poatan, il a bien compris aujourd'hui que c'est la star dans l'organisation et que en toute star de l'UFC qui se respecte, à chaque event, il faut quelque chose. Il a compris ça et il a compris que ça. Ce qui en avait fait une star, c'était aussi en partie sa rivalité avec Adesanya. Bien sûr, il faut garder ce truc-là vivant. Entretenir le truc, voilà. Sait-on jamais que Poatan parte sur une série de défaites, on aura toujours la trilogie qui sera disponible pour les deux. Bien sûr, elle sera toujours, même sur des séries de défaites des deux, elle est toujours vendeuse. Et tu sais très bien que si c'est Easy qui avait gagné, il aurait peut-être fait le même poste en mode si tu veux qu'on se retrouve pour la troisième, tu vois. Ça aurait pas été le même fond dans le poste, mais la même forme, je veux dire, mais le fond aurait été la même, tu vois. C'est toujours pour moi, un clin d'œil à Easy. Elle était tracée, c'était de battre Duplessis, reprendre Strickland et puis aller chercher Poatan derrière et ensuite dire au revoir. Au commentaire américain, Baba, pendant ce combat-là, je l'ai regardé en français, mais ensuite j'ai été checké parce qu'on m'a envoyé ça en DM. Dominique Cruz dit que les gens vont commencer à imiter le style de Duplessis. Parce que ça marche et qu'il a prouvé que ça marchait et que beaucoup de gens, lui pense que des gens vont. C'est quel genre d'enfer qu'on se prépare, Baba, si les gens commencent à imiter Duplessis? Ouais, alors là, après, il faudrait qu'il m'explique déjà ce qu'il J'ai pas assez entendu, j'ai entendu que les 20 secondes comme ça, tu vois, donc j'ai pas tout le contexte. Imiter déjà, je vois pas. Mais je te jure, ma mâchoire a fait. Ma mâchoire a fait non, s'il te plaît, Dominique, ne lance pas un mouvement comme ça. Non, c'est. Ouais, bon, alors déjà, il faudrait qu'il précise sa pensée, qu'est-ce que les gens voudraient imiter, parce que encore une fois, ses principales qualités résident dans le domaine athlétique. Après, imiter les qualités athlétiques de quelqu'un, c'est compliqué. Parce que tu fais son style, mais sans les qualités athlétiques, tu vas vite. Tu vas tomber. Voilà, tu vas vite t'en apercevoir. Il faut bien comprendre que le Easy qu'on a eu samedi soir, très honnêtement, sur les 2 premières reprises, il n'y a pas beaucoup de middleweight en face qui tiennent. Il a très bien boxé offensivement, il a fait mal, il a envoyé des coups qui font mal à tout le monde, y compris Poatan qui est monté dans la catégorie du dessus et qui les a coûtés cela. Donc, en fin de premier, moi je vais t'avouer, en fin de premier, je me suis dit ça va être une longue soirée pour DDP. Ça va être une longue soirée pour DDP et il va m'assurer 25 minutes de domination et il va aller prendre sa ceinture à la décision. C'est ce que je pense. Perso, je n'encouragerais pas moi les combattants à imiter Dricus, parce que il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le physique, et puis comme n'importe quel combattant dans toute l'histoire des sports de combat, il va finir par baisser de rythme, Dricus, et là il y aura un gros problème, parce qu'une fois qu'il va perdre ses qualités athlétiques, le reste il l'a pas. Tu me tends une très belle perche, Baba, parce que tu parlais de l'histoire des sports de combat et ce qu'elle nous apprend. Et j'avais envie d'ouvrir un peu sur Adesanya. Qu'est-ce qu'on veut voir maintenant pour Izzy? On rappelle l'ancien champion, qui avait été 2 fois champion dans cette catégorie, qui maintenant reste sur 2 défaites, donc contre Strickland et Duplessis. T'as envie de le voir contre qui? T'as envie de le voir... Est-ce que tu penses qu'il peut revenir encore au titre? Quand je disais l'histoire des sports de combat, c'est qu'elle nous apprend souvent qu'un champion dominant, parfois... ça s'arrête, on passe de l'autre côté avec une défaite. Anderson Silva, qui a dominé les moyens pendant longtemps et qui ensuite a enchaîné 8-9 défaites de suite, ou quasiment tous les gros d'élite, ceux qui ne se sont pas arrêtés au bon moment, à la JSP, à la Rabib, ils sont tous finis par tomber de la falaise et la chute, elle est dure. C'est bien. Comment t'imagines la suite pour Izzy? C'est bien que tu prennes ces exemples-là et que tu parles de l'histoire des combats, parce qu'on a souvent voulu expliquer que Rabib ou GSP avaient tort. Alors que l'histoire nous montre constamment qu'ils avaient raison. Mais constamment. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont retirés au bon moment. Après, Legacy, pas Legacy, etc. En tout cas, ils se sont retirés avant d'être sur la pente descendante. Et GSP, je pense qu'il a bien compris après le combat contre Bisping qu'il ferait pas grand chose de plus et certainement pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc voilà, Rabib il l'a fait pour ses raisons. Rabib, quand tu vois, parenthèse avant de t'ordonner, quand tu vois comme sa carrière est critiquée alors qu'il est à 29-0, quand tu vois que tous les mecs qui essayent de mettre des nuances, s'il avait connu une fin de carrière avec 2-3 défaites dessus, ce qui fait les combats de trop, il se ferait allumer là-dessus. Voilà, c'est ça. Maintenant, Izzy il a montré encore une fois dans ce combat-là qu'il était toujours présent,
qu'il avait toujours ses qualités, et même à 35 ans, qu'il est toujours une très grande force dans cette catégorie, hein, qu'il est une force top 5 easy de la KT. Maintenant, il est dans une situation merdique, parce que tu perds contre le champion et le champion juste avant. Enfin, qui vont se rencontrer la prochaine fois. Voilà. Donc tu prendras pas le vainqueur, on va c'est pas sûr et certain. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire de sa carrière. Est-ce qu'il veut partir sur du super fight, en se disant bon, bah, écoute, middleweight, j'ai fait tout ce que je devais faire, je vais monter en light heavy et je vais voir ce que je peux faire là-haut, une dernière fois. Soit il se dit absolument qu'il veut faire son run et dans ce cas-là, il va être obligé de prendre un up and coming, comme on dit. Il va prendre quelqu'un qui monte. Le gagnant d'un Nassour Allen, par exemple. Ça va être ça ferait sens, hein. Franchement, ça ferait sens. Hein. Probablement ça. Donc c'est vraiment selon ce que lui veut faire de sa carrière derrière. Et toi, on n'est pas dans sa tête, donc on ne sait pas ce qu'il a décidé. Mais toi, tu penses quoi? Pour moi, c'est une bonne fin pour sa carrière en middleweight. Moi, je pense qu'il ferait mieux de partir vers les super fights aujourd'hui. C'est une bonne fin. Il est très star. T'as régné. T'as fait un des meilleurs règnes de l'histoire de la KT. Ensuite, tu perds. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut se dire, ok, maintenant, je dois combattre de 35 à 40, probablement. Qu'est-ce que je veux faire? Ouais, moi je vais pousser pour. Je laisse Poatan faire son combat, je vais essayer de pousser pour sa trilogie. Bon, même s'il n'est pas du tout en position là pour gagner le combat. Non, mais. Il se passe des choses dans cette KT et qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais voilà, en tout cas, aller chercher quelque chose de différent. Voilà, franchement, je pense que le gros truc à faire, c'est en effet sans doute une trilogie avec Pereira. Vu le niveau de star qu'a atteint Pereira aujourd'hui, leur combat, tu disais, même s'ils sortiraient d'une série de défaites les deux, ils seraient hyper vendeurs. Bien sûr. Je pense qu'il doit plus aller vers là. Alors, tu le dis, il l'a prouvé encore, il est top 5 largement chez les middleweight et il a encore des choses à faire et les match-up font les combats aussi, donc rien ne nous dit qu'il peut pas refaire un run vers la ceinture, tu vois. C'est pas impossible. Et que même d'ailleurs s'il retrouvait DDP, il trouve pas la solution pour lui sortir vainqueur de celui-là. Maintenant c'est un super nom, c'est une des plus grosses stars de l'UFC aujourd'hui. Il a de quoi aller chercher un peu plus des money fights. Monter en 93, c'est aller chercher Pereira en fait à terme, tu vois. Tu t'installes un peu là-haut et t'essayes d'aller chercher Pereira. Tu vas pas monter en moins de 93 pour aller combattre Magomed Ankalaev qui est tout ce que tu ne veux pas combattre et pour essayer de faire un run ou non, pour moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Maintenant si demain il annonce qu'il reste en middle et qu'il veut prendre un des mecs du top 5 et qu'il monte et parce qu'il veut qu'il est certain qu'il va battre Strickland et DDP, je suis personne là et en plus vu ce qu'il a montré dans les premiers rounds, je peux pas te dire que c'est pas possible. C'est juste que je respecterais le fait qu'il veuille partir sur 18 mois de 2-3 combats pour un run je te dis 18 mois dans l'idéal. Voilà. Non, t'as même une option. Il est au niveau aujourd'hui en termes de notoriété, là où il en a dans sa carrière, où c'est un des rares où s'il me dit lui, je vais aller taper un peu à la porte des promoteurs de boxe, voir s'il n'y a pas un petit combat à me trouver pour un truc un peu sympa avec un beau chèque. Je suis pas contre. Pourquoi pas, tu peux essayer. Tu vois, t'es à ce moment de ta carrière où tu as gagné un peu le droit d'aller faire ce genre de choses. C'est dur quand tu as été au sommet comme ça de repartir comme tu dis pour un run là où tu sais que tu dois aller taper les Young Guns, tous les petits qui montent. Ça me paraît difficile et c'est pour ça qu'il faut mettre du respect sur le nom d'un certain champion qui a régné sur la catégorie des featherweight, qui revient encore et qui en a sa 6e génération de combattants là. Ouais. Dieu sait qu'on aime José Aldo, hein, vous le savez si vous suivez le Fighter Club. Jamais l'occasion, vous le savez. Mais c'est important. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais pour dire que voilà, c'est quelque chose que quand on le fait, ça nécessite. Pour moi, il faut mettre du respect là-dessus. Totalement. Et en tout cas, donc on retrouvera DDP face à Strickland. Ça, c'est à peu près une certitude. On ne sait pas quand, mais ça devrait être en début d'année, je pense, début d'année 2025, quelque chose comme ça. Il s'était affronté en janvier. Ça pourrait être le main event du pay-per-view de janvier également, cette revanche. Et on en saura plus pour la suite. On le disait, hein, ce Canonico Borayo qui est ce week-end. On a Nassourdine contre Allen, c'est le 28 septembre à Paris. On a Chimaev contre Whittaker, ce sera en octobre à Abu Dhabi. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans cette KT. Pour le coup, le run de DDP a ouvert aussi beaucoup de choses dans cette KT. On a des match-ups qu'on n'a pas vu encore, des choses qu'on veut voir. C'est une bonne intriguant. Chose, hein, pour la KT. C'est assez intriguant et c'est une bonne chose. Un petit mot, je voulais sur le reste de la carte du 305. Je sais pas si tu avais noté. Moi, je voulais juste quand même mettre un petit mot sur Gamrot Hooker. Ouais, belle guerre. Superbe combat. Parce que voilà, on n'est pas étonné quand tu connais Hooker. C'est quand même un malade. Tu t'as vu à l'interround? Ouais, j'ai vu. Il est en train de se faire un peu, pas en coude, mais là, en train de se superposer sur son ouverture. Il est j'adore ça. C'est un peu un malade. Il est bien. Il a l'air d'avoir trouvé, d'avoir bien. La pause lui a fait du bien. Il se rapproche du top 5 là. Il en avait besoin mentalement. Ouais. Il a toujours eu les qualités. Il n'a jamais voulu boxer sur ses qualités. Victoire par décision, parce qu'on l'a pas dit, excuse-moi, Baba. Décision d'Hooker au bout des 3 rounds, décision partagée. C'est un combattant agressif, mais il n'a jamais voulu combattre sur ses qualités, Hooker. Il a toujours voulu faire la guerre, faire du spectacle, et donc il s'est retrouvé dans des combats qu'il aurait pu gagner. Je pense au combat contre Dustin Poirier, par exemple, qu'il aurait très bien pu gagner. Mais voilà, il se laissait toujours un petit peu gagner par les émotions. Et là, tu as l'impression que la pause lui a fait du bien et qu'il est plus en adéquation avec ses qualités
physique et de combattant et mentalement. Donc voilà, il a survécu à tous les échanges de grappling. Et par contre, dès qu'il a pu, il a fait des dégâts. Et voilà, on sait les échanges de grappling, c'est Gamrot en face, donc aussi, tu vois. Donc il a prouvé des choses, il se rapproche du top 5. Ouais, il s'ouvre un peu, je trouve, une nouvelle carrière aussi, tu vois, une carrière en tout cas où il y a beaucoup plus de possibilités pour lui. Le champ des possibles est assez ouvert. Et si Benoît bat Moïcano en septembre, moi je l'avais déjà dit, je le voulais à Paris, mais le Saint-Denis Hooker, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup à terme. C'est un combat qui va plaire à tout le monde. J'ai même vu des anglophones en parler de ce combat-là, de ce match-up possible. Donc j'ai envie de c'est à BSD de faire le taf en septembre et de prendre rendez-vous ensuite les deux parce que Hooker a une bonne hype là sur lui maintenant. Ouais. Et voilà, il a d'ailleurs eu raison, Hooker, parce qu'on lui a proposé Benoît à Paris ou Gamrot en Australie, donc plus près de chez lui en plus, donc il est un peu plus à domicile, mais il a bien eu raison parce qu'en termes de classement et tout, il va faire un vrai bond avec cette victoire-là. Donc je pense qu'il était en plus à domicile, alors qu'à Paris, il aurait été carrément dans la salle en salle hostile face à Benoît. Donc je pense que c'était le choix parfait pour le coup pour Hooker. C'est bien géré. Et à voir ce que va donner la suite. Mais si vous l'avez pas vu, allez-y, beau petit 3 rounds. Là, c'est une bonne guerre quand même, 15 minutes très spectaculaire. Comme main event, c'est la victoire de Kai Kaira France sur Steve Herseg, c'était pour le coup 2-0 pour le City Kickboxing. Il n'y a que Easy qui a pas fait le 3/3. Qui se rapproche, qui va se rapprocher un peu d'un combat pour le titre contre Pantoja. Il sortait de 2 défaites avant, donc ce ne sera pas le numéro 1 dans la liste. Mais voilà, pas grand chose de plus à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur non, il fait Kaikara France, il a toujours tapé très dur, donc il a réussi à toucher. Et c'est un excellent combattant, Herseg en plus. Moi j'aime beaucoup, mais voilà, il a touché dur, et là, quand c'est terminé, c'est terminé. Après, il a fait son cap pour le titre, et c'est normal d'en parler, surtout que les gens parlent de Kai Asakura pour le titre. C'est ça, à l'UFC 307 là. Voilà, donc lui il a dit qu'Asakura il devait d'abord faire ses preuves. C'est une catégorie où tout est possible tout le temps. C'est une catégorie qu'on aime, on le dit souvent, Baba, c'est une catégorie très belle en termes de beauté des combats, très technique. On a un Amir Albazi aussi, un Brandon Royval, Tatsuro Taira, il y a Taira le japonais qui se rapproche aussi fort, donc ça, il s'est remis dans la discussion, on va dire, Kai Kaira France pour la suite. Après, donc normalement ça devrait être au 307, c'est le Pantoja, c'est... Ils l'ont pas officialisé, mais on n'est pas loin. Donc voilà, autre chose que tu as noté sur ce 305 ou que tu as envie où on passe à Christian? Non, juste le dernier petit point d'attention, c'était le combat entre Jairzinho Rozenstruik et Tai Tuivasa qui bon. Franchement, si tu m'avais dit de parier que ça se finirait sur une décision, j'aurais jamais parié. Cru. Bon, Rozenstruik, il s'est rappelé que c'était un kickboxer maintenant, donc c'est mieux pour lui, parce qu'il a plutôt bien géré son combat. Après, le point d'attention qui est à noter et qui est bien, parce qu'on critique souvent en mal les commissions, il faut dire quand ils font bien, c'est le juge qui a donné les 3 rounds à Tuivasa et qui s'est fait virer sur place. Sur place, on lui a dit tu vas arrêter de juger pour la soirée, pour n'importe quoi. Et je trouve que c'est bien, c'est très bien ce que la commission australienne a fait, parce qu'il faut le dire aussi, quand ils arrivent tout de suite à comprendre qu'il y a un juge qui fait n'importe quoi, c'est bien de le retirer. Il faut à un moment, je pense que des interventions comme ça, tu as raison, c'est important en fait. Il faudrait ce système aussi de sur place, que ça arrive plus fréquemment, de dire à un moment. Et les combattants étaient très contents de dire ok, au moins. Là c'est trop une dinguerie, on t'écarte un peu. En tout cas pour ce soir, tu vois, au minimum pour ce soir, tu rejugeras plus parce que t'es pas dans une bonne situation. C'est bon pour tout le monde, y compris pour l'UFC, parce que je sais factuellement qu'ils ont du mal des fois à attirer des combattants, surtout les Américains aiment pas trop aller combattre là-bas en Océanie. Mais le combattant il est toujours safe quand il se dit au moins la commission et les arbitres vont me protéger, au moins on ne fera pas n'importe quoi avec moi, donc ça c'est plutôt bien. On se rappelle d'ailleurs de l'arbitre de Benoît Saint-Denis contre Éliseu qui avait été dégagé tout de suite sur le coup. Après on se rappelle ce premier combat de Benoît à l'UFC où le deuxième round c'est très dur à voir parce qu'il prend une pelletée de coups. Je crois que c'est un des rounds où il y a eu le plus de coups mis à un mec de l'histoire de l'UFC, je crois, c'est dans le top 10. Son adversaire plus, donc, et on se rappelle que l'arbitre sur le coup est dégagé par l'UFC parce que il faut plus de choses comme ça, il faut plus d'interventions dans ce sens-là parce que c'est important pour la santé des athlètes, comme tu le dis. On passe à Christian Mbili, mon Baba, parce qu'il y a aussi des choses à dire avec sa victoire contre Sergei Veryanchenko. C'était donc ce week-end sur RMC Sport également. C'était le gros événement boxe du week-end. Pour le coup, sur tous les réseaux boxe, tu sais que je suis beaucoup Baba. C'était l'event du week-end. C'est ce dont tout le monde a parlé. Complètement, parce que ça montrait aussi le niveau qu'a atteint Christian Mbili aujourd'hui avec cette signature chez Top Rank. Donc on rappelle, c'était à Québec, la ville de Québec, au Québec. Centre Vidéotron contre Sergei Veryanchenko, qui est
qui a été 3 fois candidat pour un titre mondial, qui n'a jamais été champion du monde, mais que battu par des gros noms, les Golovkin, les Charlot, les Carlos Adames, Munguia, les Jacobs. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était tombé que contre des gros noms. Donc on l'avait vendu nous d'ailleurs à RMC Sport ici. On avait fait un film qui est toujours sur la chaîne YouTube et dans les différents papiers que j'ai pu faire moi. C'était le plus gros test de la carrière de Christian Mbili. Ouais, de loin. De loin. Ouais. Le test qui devait nous emmener au plus gros combat. On sait tous que derrière, il y a l'ombre de Canelo qu'on espère un jour voir contre Christian. Ouais. Le test a été passé. Il a gagné. Victoire par décision unanime. Il y a 100 à 90 pour un des juges. On va y revenir à Baba. 99-91 pour l'autre. 98-92 pour le troisième. C'est le vainqueur. Il sort avec un verre. Il a battu un mec qui a été battu que par des grands noms. Et pourtant, quand on voit les réseaux et tout ça, le vainqueur moral, c'est Deveryachenko. En tout cas, j'ai plus vu de messages me disant bravo Deveryachenko pour avoir fait, parce qu'il se déchire le biceps du bras gauche au deuxième round. Dès le deuxième round, tu vois qu'il a pris cette blessure. Et il y avait plus de bravo Deveryachenko pour cette perf avec un seul bras que de bravo Christian pour ta victoire. C'est dur, mais c'est la réalité. Bien sûr que c'est dur. Après, on a tous c'est la nature humaine de se ranger derrière l'underdog, comme on dit souvent. Et là, il passe très vite underdog puisqu'il lui manque un bras, mais qui combat franchement admirablement bien, avec un seul bras de vraiment valide. Et il fait des triplés bras arrière. Moi, il m'a impressionné sur certaines séquences, vraiment. Il arrive à faire rentrer l'uppercut. On savait que c'est un des problèmes défensifs de Christian. Il le fait rentrer. Il switch dans plusieurs rounds. Il switch pour passer en jab de droitier pour pouvoir utiliser son jab quand même. Chapeau. Pour le coup, chapeau Deveryachenko parce que c'est chaud. C'est vrai, chapeau. Mais moi, ce qui m'a plus impressionné de Deveryachenko, c'est qu'il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé parce que à partir du 6e, ça devient très 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 difficile. Il y a Mbili qui accentue vraiment la pression. Il en prend des cleans. Il en prend pas mal des cleans, mais grâce à son jeu de jambes, grâce à sa science du déplacement et sa science de la défense, il arrive quand même à accompagner la plupart des coups. Il arrive à se maintenir en vie pendant tout le combat et à faire les 10 reprises. Donc je lui tire mon chapeau. Maintenant, il a été quand même outrageusement dominé par Mbili qui a fait ce qu'il était venu faire. On va tout de suite mettre parce que c'est important aussi, vu les nuances qu'on va mettre, mais de dire Christian, il a fait son combat. Il a remporté son combat. Il a dominé le 100 à 90 pour nous est un peu. Pour moi, c'est un peu sévère. C'est très sévère. Tu pouvais Deveryachenko, il y a plusieurs, notamment au milieu de combat. 5, 6, 7. Il y a des rounds, il mérite que tu lui donnes les rounds, je pense. 98-92 se rapproche sans doute plus de la réalité, voire 97-93 peut-être. Mais il a fait son combat. Il a gagné. Il dit. Important quand même parce que puisqu'on pointe la blessure au biceps de Deveryachenko, Mbili a dit en conf qu'il avait été touché à l'épaule gauche pendant le combat lui aussi. Donc il a un peu son bras gauche qui est un peu en moins. En tout cas, je ne sais pas à quel moment il se le fait, mais si on l'écoute, lui aussi est diminué physiquement. Ce que je voulais dire, c'est que il gagne. Mais le but de ce combat était aussi de se rapprocher de Canelo. C'est tout ce que beaucoup ont vendu. Même lui disait derrière, on deviendra incontournable pour Canelo. J'ai pas l'impression qu'il s'en soit rapproché. Même s'il y a victoire. Il n'est pas plus loin, il s'en est pas éloigné. Il s'en est pas rapproché. Non, il s'en est pas rapproché. Mais très franchement, pour moi, et c'est à mettre au débit de Canelo, quand on en est là, c'est compliqué, quoi. Pour moi, je sais pas ce qu'il veut. Il veut des prestidigitateurs. Il faut qu'on lui fasse un numéro du Cirque du Soleil en même temps qu'on combatte. T'as raison. Écoute, c'est des combattants qui sont classés. Normalement, ça devrait suffire. Mon analyse était plus populaire. J'attendais qu'après ce combat, le public puisse pousser à dire qu'il faut ce mec-là pour Canelo. Pour ça, je voulais d'abord, j'allais dire cracher mon venin, c'est pas du venin. Je voulais d'abord dire ce que je voulais par rapport à ça et par rapport à Canelo, parce que c'est important de le dire quand même. Maintenant, ceci dit, je suis d'accord avec toi. Ceci dit, dans cette optique-là qu'il fallait une victoire d'éclat, qu'il fallait du waouh pour le public, pour qu'on puisse avoir une espèce d'élan populaire, y compris américain, pour dire à un moment, qu'on ait la même chose en gros que ce que les gens disent de Benavidez. Tu vois, moi, c'est ce que j'aimerais qu'il y ait, mais en même temps, je me dis, même comme ça, Benavidez, il n'a pas réussi à avoir le combat. Donc c'est un peu chiant. Maintenant, pour Mbili, moi je pense que c'est un combat qui est riche d'enseignements, que ce soit Canelo qui soit là pour la ceinture ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un combat qui est riche d'enseignements, et même s'il est très bien placé pour, et qui devrait en toute logique sportive combattre pour une ceinture. On va en parler juste après. Il y a plein de routes pour un titre. Je vais t'ouvrir tout ça. Il devrait. Voilà, Canelo ou pas Canelo, en tout cas, il y a des choses, et son entraîneur, il le dit dans le ring déjà. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec son coach d'ailleurs, c'est qu'il est très. J'aime beaucoup la lucidité de son coach. Il est vraiment très fort. Et il lui dit pas mal de choses où lui, il n'était pas très content, qui font que voilà, c'est bien. Il a encore des axes d'amélioration pour pouvoir arriver. Et soit il prendra Canelo quand Canelo le décidera.
On ne sait pas quand. Soit une des fédérations finira par faire son travail. Ouais. Et tu Il vas voir. libérera une ceinture et Billy combattra. On finira par ça, tu vas voir, Baba, j'ai le chemin. Je le connais, le chemin pour Canelo. Il n'est pas classique, il n'est pas traditionnel, mais le chemin pour Canelo, il est sur cette feuille. Je vous fais un peu de teasing, on en parlera juste après. On reste sur la perf globale. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé ses premiers rounds à Christian. Je le trouvais moins brouillon, entre guillemets, que d'habitude. Enfin, quand je dis brouillon, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est solide, utiliser son jab. Tu vois, tu sentais qu'il savait qui était en face aussi. C'était un step qu'il avait passé et qu'il fallait être sérieux dans ce combat face à quelqu'un comme Deveryashenko. Sur les 2-3 premiers, je le trouve très solide là-dessus, sur sa boxe, pas foufou, pas le côté Billy juste pressure fighter, juste je te mets la pression, je t'avance en bulldozer comme il sait faire, et il sait le faire très bien ça. En fait, ça t'auras la réponse. C'est plus au coach que je vais poser la question. Il n'arrive pas, en fait, il est perturbé par cette blessure. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'il boxe mieux au tout début quand Deveryashenko est à deux bras que après. Moi, je pense, t'as l'impression qu'il est vraiment dérangé par ça. Qu'il est dérangé, qu'il sait pas trop comment le prendre. Il le dit un peu, je crois, en interview sur le ring, que c'est la première fois de sa vie qu'il doit combattre un mec qui est dans cette situation-là. Et t'as l'impression que ça l'a un petit peu perturbé, probablement. En tout cas, il y a un John Dovey qui dit quelque chose que j'aime bien pendant le combat. Je ne sais plus si c'est dans le 5e ou dans le 6e. Il dit c'est pas normal, c'est qu'ils prennent plus de coups maintenant, Christian. Il y a plus de coups qui passent alors qu'il a un bras en moins. Il s'énerve, hein, c'est normal parce que John, quand c'est Christian qui combat, il y a une proximité. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à chaque fois d'entendre ça. Et du coup, c'est plus le coach là qui prend le contrôle là, de John et qui dit mais pourquoi tu prends plus de coups alors qu'il a un bras en moins, tu vois, c'est pas normal. Et je pensais la même chose que lui au même moment, tu vois. Je dis mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il gère moins bien les attaques de Deveryashenko, mais en même temps, ça l'a rendu plus difficile à lire, le fait qu'il attaque sur des doublés, triplés du bras arrière et qu'il pivote de l'autre côté, ça l'a rendu plus difficile à lire. C'est pas du tout ce que tu as préparé en fait. Ouais, c'est ça. Ça l'a rendu beaucoup plus difficile. Je pense que Christian il s'attendait à un mec qui prépare beaucoup avec son bras avant et qui va essayer de l'attraper avec le percut de bras arrière, qui va travailler au corps. C'est ce qu'il a fait, hein, Deveryashenko. Je pense qu'il était venu pour travailler au corps pour un peu ralentir Billy. Et ouais, je pense qu'il n'avait pas prévu ce plan Z. Non, et je suis pas sûr que Christian, parce que ça vient avec l'expérience, ça aussi, et ça vient en affrontant des grands boxeurs qui te présentent d'autres choses et des trucs que tu n'as pas vu. Je pense qu'il n'a pas encore cette capacité d'adaptation, tu vois, très forte en cours de combat. Exact, ouais, c'est probable, c'est probable. En tout cas, pour moi, Christian démarre très bien son combat, il termine très bien son combat. J'aime beaucoup son 10e round, quand Mark Ramsey lui dit boxe-le, et que Christian le boxe. Là, il le boxe sur des combinaisons. Il avance, il rentre à l'intérieur, il explose sur 3 coups. C'est plus la moitié de combat. Où on est plus... La moitié de combat, tu sens qu'il est perturbé. Mais les derniers rounds, sur le 7, 8, 9, il fait du Billy. Là, il lui marche dessus, il veut essayer de le terminer. Par contre, il perd en précision. Sur le 10e, il boxe. Et là, tu te rends compte que Christian, quand il veut boxer, moi, je suis persuadé qu'il a beaucoup plus d'opportunités que de descendre ses adversaires comme ça. Parce que là, il est mal. Deveryashenko, pas que dans son style bulldozer, c'est ça. En boxant. Là, il le boxe et il fait mal. Il va vite. Il va vite avec ses bras. Quand il veut aller vite, il va très vite avec ses bras, mais de façon plus conventionnelle en fait. Et là, j'ai beaucoup aimé son dernier round perso. Qu'est-ce que t'en retiens d'ailleurs en fait globalement puisque c'était son gros test, on le dit, son premier gros test de Christian. Il y a toujours, je le disais tout à l'heure, ces uppercuts qui passent défensivement. Il va falloir qu'il fasse un truc contre ça parce que même pour le coup, t'affrontes un Canelo, ça peut faire très mal ça. Il y a ce côté pressure fighter, peut-être plus boxer de temps en temps, un peu plus en tout cas. Ce serait peut-être des choses, ça dépend de l'adversaire aussi, mais boxer un peu plus. Je pense, on l'a toujours su, Christian, il n'a pas ce one punch knockout power. Voilà. C'est avec sa pression et son côté bulldozer qui finit par te faire tomber. Même si un cas comme celui contre Mohamedi a pu nous faire dire tiens, il a ce truc-là, mais c'est plus en bulldozer qu'il a ça. Donc peut-être plus savoir s'adapter un peu plus à l'adversaire. Montrer plus de versatilité. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Mettre la pression, puis aussi boxer, puis aussi pourquoi pas fatiguer son adversaire en le faisant se déplacer un peu plus, tu vois, de façon à vraiment entamer un petit peu plus le cardio de son adversaire. Défensivement, pour moi, c'est là où il y a plus de choses à faire. Il a pris des overhands, il a pris des uppercuts. Deveryashenko, il est connu pour ne pas spécialement frapper, donc c'est pour ça aussi que voilà. Il y a des overhands que j'ai vu passer où je me suis dit c'est Golovkin Prime, ça pardonne pas, ou c'est un Canelo Prime, pareil, ça pardonne pas. C'est des mecs qui punch. C'est des mecs qui punch. Faut oublier que Canelo, c'est un mec qui a descendu Kovalev, par exemple. C'est des mecs qui punch. Et s'il te touche avec des droites comme ça, Billy, moi, je sais qu'il est solide. C'est son surnom, on le sait tous. Mais t'es solide jusqu'au moment où tu es en face du mec qui te tape pile là où il faut. Et quand t'arrives dans le plus haut niveau, dans le top 3, dans le top 2, les mecs tapent fort, ils sont précis. Ils sont les deux en même temps. Et quelqu'un qui prend un coup à la pointe du menton,
peu importe, hein, que tu es solide et tout, tu tomberas. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est à ce niveau-là. Et Mark Ramsey lui criait constamment d'être plus responsable défensivement, d'arrêter de prendre certains coups qu'il prenait, enfin voilà, sortie de corps à corps, de faire attention parce qu'il prend des coups qu'il ne devrait pas prendre, donc remonter les mains plus vite. Voilà, mais n'empêche, Christian, c'est un combattant, c'est un très 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 bon combattant qui est à son niveau et qui a le niveau élite, qui a le niveau d'un champion du monde. Et d'ailleurs, à noter, parce que c'est normal, il arrive à un niveau championnat du monde, lui veut Canelo, il le dit, donc nous, normal qu'on pousse aussi l'analyse, tu vois, dans ce curseur-là, et maintenant, on est dans le détail du détail qui peuvent faire la diff face aux grands. Mais il a battu derrière Derevyanchenko. Peu importe les circonstances qu'on dit, il faut quand même remettre. C'est pas tous les jours qu'un boxeur français est capable de battre un boxeur d'un tel niveau sur le main event d'une carte top rank qui était l'événement box du week-end. Comme j'ai dit, tout le monde parlait de ce combat-là dans les réseaux box. Moi, j'ai vu depuis 2 jours, après le combat, j'ai vu passer des trucs des mecs en France qui disaient c'est une fraude. Ouais, on est habitué maintenant. Waouh, le niveau. Si ça c'est une fraude, il n'y a pas un boxeur en France en fait qui n'est pas une fraude, tu vois. Bah, on est habitué. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on est habitué à ça chaque week-end. Je suis tombé sur les fesses, je te jure. Chaque dimanche, chaque lundi, c'est comme ça maintenant. Tu peux en mettre tu vois, tu peux débattre, on en débat nous, on met des nuances et des trucs. C'est normal. Mais de là à dire waouh. Enfin, c'était mon petit coup de gueule aussi au passage sur ce genre de choses. Mais... non, mais t'as bien raison. Mais voilà, moi, je suis tellement habitué à voir ça que j'y prête plus trop attention. Et puis, mon père, il m'a toujours dit, les propos, c'est selon la personne. Ouais. Toujours écouter papa, tu le sais bien. Et on peut être, pour finir un peu là-dessus sur sa performance, on peut être déçu quand même qu'il le finisse pas, parce que tout était réuni là, au moment, tu vois, quand même, il a un bras en moins. Il y a des circonstances, voilà, ouais. Il est dans parce que c'est un truc qui est important pour Christian, quand il changera un peu, quand il boxera plus au Canada, il est dans son petit ring, Christian, au Canada, qui est parfait pour lui, où il peut couper le ring facilement. Dans un grand ring, ce sera plus difficile pour lui avec son style. Il avait tout. Tout était réuni. Tu vois, il est au Québec, l'autre a plus qu'un bras, c'est son moment, on lui dit que c'est son plus gros test, il sait qu'il doit mettre un statement. On peut être déçu qu'il le finisse pas. Derevyanchenko avait jamais été fini en pro, donc ça aurait été un truc sur ton CV, tu connais. ESPN aurait pu vendre le premier mec à arrêter des... Exactement. Il y a une déception de ça. Personnellement, je ne voyais pas le finir. Donc je suis moi pas en plus, déçu. Sur la base, non. C'est pour ça qu'à titre personnel, je suis pas déçu. Non, mais c'est pour ça que je te rappelle les circonstances. Voilà. Sur les circonstances du combat, ouais, tu peux dire qu'il y avait la place. Tu peux dire qu'il y avait la place pour le finir. Et je pense qu'il y avait la place en boxant plus, en le boxant vraiment comme il a fait dans le 10e. Je reviens encore sur le 10e, mais il faut le revoir pour vraiment comprendre, surtout en début de reprise, là, sur la première minute du 10e, où il le boxe vraiment. Je pense qu'il y avait moyen. Je pense qu'il y avait moyen de le finir comme ça parce qu'il y a plus de pièges qui étaient posés, il donnait plus de choses à manger à Derevyanchenko qui avait beaucoup plus de mal à lire les coups. La plupart des rounds du milieu, il arrivait à lire ce que Mbili faisait. Des crochets, larges, un peu de travail au corps. Il savait que ça terminait là-haut. Ou à le punir derrière. Et donc il punissait derrière, même si lui ne penche pas. Donc sur ce point-là, c'est un peu dommage. Et puis oui, en termes de statement à plus haut niveau, moi je préfère, c'est mieux quand un combattant français il fait du gros dégâts, qui termine Derevyanchenko, et là oui, et là on aurait tous mis la gomme. Triple G n'a pas réussi, Charles n'a pas réussi. Je te le disais, Baba, voilà. C'est presque un argument marketing. Il faut s'arrêter, il aura fallu le mettre en avant et dire voilà. Par contre, Billy, il termine les gens que vous terminissez pas. Vous terminissez pas. Ouh là là. Ça y est, enfin Baba a fait une erreur de français dans cette émission. Ouais, enfin, j'ai ma victoire. Pensez à Max Abolin en vacances, mais qui doit m'écouter et dire yes, enfin. Mais voilà, donc voilà, je vais pas dire que c'est anecdotique, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est dans une position où il aura dû combattre pour le titre, et après avoir battu Sergei Derevyanchenko, il est si vous lui donnez pas un combat pour un titre, non, je sais pas quoi dire. Là. Et on va ouvrir ça tout de suite. La dernière question avant qu'on ouvre ça, elle est pas provocatrice, mais forcément on doit y aller. Il est prêt pour Canelo aujourd'hui? Si tu le mets face à Canelo demain? Ouais, moi je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est prêt dans ce qu'il peut offrir dans le combat. Par contre, je pense que Canelo. Là où je te rejoins sur ce qui a été vu en termes d'analyse sur les réseaux derrière le combat, c'est que j'ai eu plein de gens qui me disent faut l'éloigner de Canelo, il est pas prêt, Canelo lui fera très mal. Non. Il peut lui faire mal, mais c'est de la boxe. Oui, voilà, c'est la base. Mais en fait, comment dirais-je, ce fait, il est vrai tout le temps. Il était vrai il y a 2 ans, il est vrai aujourd'hui et il sera vrai dans 1 an. Mais puis, en fait, on arrête la boxe si on fait ça. Il faut éloigner tout le monde de Terence Crawford dans ces catégories de poids parce qu'il fait mal à tout le monde. Il faut éloigner tout le monde de Naoya Inoue chez les petites catégories. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Le boxeur, il va prendre ces mecs-là parce qu'ils sont comme ils sont, justement, parce qu'ils ont les qualités qu'ils ont et c'est un combat extrêmement dangereux. Canelo sera toujours un combat dangereux pour tout le monde, même s'il a perdu assez largement contre Bivol. Jamais Bivol il a expliqué que Canelo c'était un combat facile. Non. Il n'a jamais expliqué ça. Il a dû s'employer, il a dû se préparer comme jamais, il a dû faire une performance qu'on n'a même pas vu refaire d'ailleurs Bivol, cette performance derrière. Donc
c'est justement ce qu'on veut voir de Mbili. Est-ce que quand il aura ce rendez-vous-là, il sera capable de se mettre à ce niveau-là? Comme quand à l'époque, Oubali il a pris Nonito Donaire et on s'est dit dommage, tu vois, il n'a pas pu se mettre à ce niveau-là. Et on a eu d'autres Français qui ont eu des rendez-vous comme ça. Et là, je vais te parler des anciens. Mais quand Boudouani il a su se mettre à ce niveau-là, voilà, tu vois. On a vu Railou qui a eu. Faut pas négliger en vois ce que plus. je veux dire T'as totalement raison, Baba, parce qu'il faut même pas négliger le truc de grand rendez-vous. Bah, je me sublime aussi. Mais moi, J'en fais plus que ce que je suis, et qu'en fait, le Christian que vous avez vu samedi, bah, si tu le mets face à Canelo, peut-être qu'il donne plus parce qu'il sait que c'est le rendez-vous de sa vie, en fait, un truc qu'il aura qu'une fois. Donc à voir. Mais il y a des chemins. Je vais te redonner. On va rentrer dans ça dans la suite. Tu me connais, mon côté geekos de la boxe, aimer faire les petits chemins. Pour finir juste sur Derevyanchenko, c'est que son coach André Rosier raconte après le combat. Il lui a demandé s'il voulait arrêter le combat, vu sa blessure au bras. Tu sais ce qu'il lui a répondu dans le coin? Mais pourquoi? Il lui a dit mais pourquoi j'arrêterais? Ça c'est les yeux, ça c'est aussi c'est les mecs du Romal quoi. Moi je l'ai pas vu paniquer, hein. Chaque fois il y avait la caméra sur lui, il paniquait pas, hein. Il respirait, il disait ok je vais gérer. Ouais, bon j'ai ça quoi, il faut que je m'adapte avec ce bras en moins quoi. Ce qui est quand même très difficile aussi, finir Baba, parce que tu nous expliques aux gens qui sont moins au fait aussi de ça de la boxe, un des problèmes c'est déjà que tu peux pas envoyer ton jab puisque c'était son bras de jab, c'est pour ça qu'il switch disait à un moment pour envoyer des jabs du bras droit, et surtout tu peux pas protéger. Tu peux nous expliquer ça rapidement? Tu peux pas protéger les droites de Christian parce que il levait plus son poing en fait. En fait, ça fait extrêmement mal au biceps, donc tu as beaucoup de mal à garder ton bras levé comme ça, tu vois. Et ça fait très très mal. Le garder tendu, c'est quelque chose que tu peux faire mieux parce que tu as tendance à vouloir le garder le long de ton corps. Donc le garder tendu, c'est pas mal, mais contre un mec contre Christian, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te permettre de garder ton bras tendu comme ça et d'avoir une vraie distance de combat. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a plein de combattants qui ont connu ça, hein. Des boxeurs, des combattants en MMA ou en kick, etc. Et c'est une blessure qui est très 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 compliquée. C'est presque une des pires. La pire pour moi, c'est quand tu déboîtes l'épaule, en termes en tout cas de gestion de blessure avec tes bras. Même main cassée, tu peux gérer à plus ou moins certain niveau, mais vraiment ça c'est chiant. Quand c'est musculaire comme ça, quand c'est articulaire, ça c'est vraiment la misère. Donc voilà, non mais important à dire parce que c'est une nouvelle fois sacré perf quand même de l'Ukrainien, et bravo à lui. On ouvre cette route pour les titres et là tu vas voir Baba, j'ai trouvé mon chemin. Donc on rappelle, Canelo est le champion de cette catégorie. Il était champion avec les 4 ceintures des 4 fédérations principales et il vient de se faire retirer l'IBF puisqu'il affronte Edgar Berlanga, le portoricain, qui est le mandatory WBA, si je dis pas de bêtises, je crois. Enfin, c'est la WBA, l'a refait passer devant tout le monde pour qu'il ait cette position de mandatory. Alors que l'IBF voulait qu'il affronte son mandatory, qui est le Cubain William Skull. Exactement. Si vous découvrez ce nom, je ne suis pas étonné. Personne ne connaît, même quand on suit la boxe, c'est très difficile de connaître William Skull. La seule chose que Canelo a dit de vrai ces derniers mois, c'est ça, que personne ne connaît. Ah oui, non. Là, c'est vrai. Non, mais là, moi, je comprends Canelo. À un moment, l'IBF te dit tu dois affronter William Skull, t'es Canelo, il te reste que quelques combats dans ta carrière. Non. Et puis vraiment, c'est un businessman, Canelo. Là. Voilà. Plus juste un boxeur. Donc là, il a dit mais je le vends à qui, lui? Donc l'IBF, qui est la plus, pour le coup, qui est des 4 fédés, qui est sans doute celle qui applique le plus ces règles au strict sens de ces règles, on dit ok, on te retire ta ceinture. Et donc le combat va être, pour la ceinture IBF vacante, va être annoncé bientôt et devrait être entre William Skull, le Cubain, qui est numéro 1, et le numéro 2, qui est un Russe, Vladimir Shishkin. Sauf que c'était avant ce combat-là. Le numéro 3 de cette liste, c'est Christian Mbili, qui nous dit que dans le prochain classement IBF, en début de mois, Christian ne passe pas devant Shishkin. Il vient de battre Derevyanchenko. Shishkin n'a pas ça sur son CV. C'est pas impossible du tout, vu que le combat entre Skull et Shishkin n'est pas annoncé, c'est pas impossible du tout qu'Mbili passe deuxième. Bien sûr. Et dans ce cas-là, la ceinture vacante, c'est Skull et Mbili. Qui, selon toi, on connaît même pas trop Skull. Moi, j'ai quasiment aucun doute que Mbili prend la ceinture face à Skull. Je connais pas Skull, donc ça se trouve, je vais être hyper surpris. Je ne connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce chemin que tu m'apprends, parce que j'avais pas vu que l'IBF avait enfin décidé de retirer. C'est officiellement retiré. C'est une bonne nouvelle. Donc le prochain combat de Christian peut être un combat de championnat du monde. Je suis pas un hater de Canelo. Je vois déjà, parce que j'ai ces fans américains qui me sont tombés dessus aussi. Ah, parce que tu vois, après le combat ce week-end, j'entendais aussi des gens dire, mais Mbili est encore loin d'un championnat du monde. Ça se trouve, son prochain combat, c'est un championnat du monde. Alors, ce sera pas Canelo, mais ça peut être pour un titre IBF. Le truc qui était chiant, c'est qu'il n'y avait pas de ceinture vacante. Maintenant que la ceinture elle est vacante, il faut réfléchir de façon très simple. C'est que Mbili, en dehors de Canelo, dans cette catégorie-là, c'est lui qui a le plus gros appareil promotionnel derrière lui. Et c'est que ça. La boxe, c'est que ça. C'est qui ton promoteur? C'est qui ton manager? Est-ce que tu es capable d'organiser ton propre championnat du monde? Oui, oui et oui. Maintenant, il a Top Rank, il a tout ça. Il peut le faire chez lui à Québec. Ouais, tout à fait. Donc c'est juste ça. Hein. C'est des purse bids.
C'est des enchères de bourse. Ouais. C'est des enchères. Je sais, des fois, on a du mal, tellement on connaît ces mots, en Ouais. fait. C'est des enchères et évidemment que la combinaison Eye of the Tiger Management plus Bob Arum gagne les enchères contre quasiment n'importe qui en dehors de Eddie Hearn ou voilà. Mais tu vois, Canelo, on sait que c'est compliqué. Ouais. On l'a dit parce que fanbase, l'économie derrière. Là, il préfère faire Berlanga qui est portoricain. Pourquoi? Parce C'est que ça. Mexique-Porto Rico, il y a eu plein, c'est une rivalité historique de la boxe. Ouais. Tu sais que tu vas vendre, entre guillemets. Même s'il y a. Sauf que Il y a quasiment aucune. Berlanga, il est autant portoricain que Oui, on est d'accord, mais tu vois, tu sais comment ils le vendent, ça. Il est brooklynien. Ouais, je sais bien. Mais tu sais comment ils le vendent. Ils vont le vendre comme ça. Non, mais bien sûr, ils le Et vendent déjà comme Et ça. c'est pour ça qu'il prend Berlanga plutôt il que y de va. prendre n'importe qui d'autre. Alors que sportivement, Canelo Berlanga, j'ai pas méga envie. Enfin, tu vois, j'ai Non, l'impression parce qu'il que y a vraiment un monde d'écart Après, entre voilà, les deux. lui, il le dit clairement, Canelo, il a gagné le droit de faire ce qu'il veut, donc il Ouais. fait ce qu'il veut. Et je préfère qu'il dise ça plutôt qu'on nous raconte des histoires à dormir debout. Mais moi, je suis la team Mbili, donc je pousse côté IBF pour Ouais, être bien deuxième sûr. de ce classement, pour pouvoir faire cette ceinture vacante. Ouais. À Québec, en plus, t'as Et l'économie répondre aux pour. enchères qui gagneront. Exactement, t'amènes Williams Skull à Québec, ça te fait un beau championnat du monde, tu vois, en main event d'une belle soirée là-bas, tu vas remplir ta salle, ça va faire du buzz pour Christian, il va prendre une ceinture mondiale. Ouais. Derrière, il est numéro 1 WBC et dans le top 3 de toutes les fédérations. Ouais. WBC, on sait, ils sont mexicains, je pense que ce sera les derniers à enlever la ceinture à Canelo. Je pense que tu vois, tu peux attendre encore Ils vont quelques lui années. inventer une ceinture Par Canelo. contre, un monde où Christian a pris l'IBF Ouais. et il arrive, par le jeu de ses mandatories, à prendre une deuxième ceinture rendue vacante par Canelo qui veut pas affronter son mandat. WBO, WBA, ça devrait pas être WBA parce que Berlanga sera même mandatory, mais on va dire la WBO pour être ce qui paraît être le plus simple. Et tu unifies les deux. Ouais. Je pense que c'est le seul moyen d'amener Canelo à toi. C'est-à-dire que Canelo, qui dans un des derniers combats de carrière, dit « Je veux redevenir une dernière fois undisputed à 4 ceintures ». Donc c'est qui le mec qui a les autres? Hop, c'est Christian Mbili. Bon bah Christian Mbili contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est le seul chemin. De toute façon, très franchement, vu le style que Mbili a, vu son âge, etc., donc c'est un vrai risque pour Canelo. Mbili ne sera intéressant pour Canelo que s'il y a ça, que s'il y a une histoire de ceinture qui va avec, voilà, où il y a un business qui fait que tu vends une unification des ceintures avec l'épouvantail de la KT, et là oui, et là il voudra. En dehors de ça, il continuera à faire ce qu'il voudra, il trouvera toujours un boxeur à affronter autre que Christian. Et Moi, si les ceintures sont éclatées à 4, c'est-à-dire Canelo en a qu'une et les 3 autres, c'est 3 autres, je suis même pas sûr que Christian passe de. Là, mon chemin, il est vraiment très spécifique. Ouais. C'est Christian a toutes les ceintures que Canelo n'a pas. Ouais. Et Canelo veut redevenir undisputed, tout simplement. Il sera obligé. Il y a le scénario où Canelo il réessaye de monter à nouveau en mi-lourd pour prendre je ne sais qui, et qui repère, et qui veut revenir chercher une ceinture. Moi, je vais te dire ce que je pense clairement, mon avis à moi, enfin ce que j'aimerais bien. Franchement, c'est que maintenant que je sais que la ceinture IBF elle va être rendue vacante et que du coup c'est une très grosse possibilité que Mbili la dispute, qu'il gagne sa ceinture, qu'il la défende, qu'il fasse ce qu'il a à faire de sa carrière de champion à lui. Sans se soucier trop de. Ouais. On s'en fout de Canelo. S'il viendra, le s'il combat doit vient, venir. Ouais. et ce sera un combat qui mettra Mbili à l'abri pour toujours, tant mieux. Franchement, tant mieux, ce sera cool pour lui, pour son compte en banque et pour sa legacy à Mbili, etc. Maintenant, si ça vient pas, mais que lui, il gagne, ou qu'on a un champion du monde franco-canadien, camerounais, appelez ça comme vous voulez, parce que maintenant, on aime bien faire ça. Ouais, clairement. Mais bref, que pour lui, il puisse gagner une ceinture réelle, pas intérimaire, pas internationale, une ceinture réelle de champion du monde, et qu'il la défende et qu'il fasse, voilà, tu vois, un vrai règne de champion. Moi, je préférerais à la fin, quand tu feras les comptes à la fin, je préfère que Mbili il ait gagné une ceinture de champion du monde et qu'il ait défendu 4-5 fois, plutôt qu'il ait eu son combat contre Canelo. Ouais. Et même plutôt, parce que ça, c'est la meilleure solution qu'il l'ait. Ouais. Mais je préfère un Mbili champion du monde IBF, et comme tu dis, et qui fait un petit règne comme ça, qui essaie d'aller en unifier une autre, plutôt qu'un Mbili qui a attendu pendant 5-6 ans Canelo et qui en fait n'a ni sa chance mondiale, ni Canelo. Au final, il n'a rien du tout. Et tu vois, il vaut mieux, comme tu dis, pense à toi, pense à ta carrière. Pense à toi, gagne ta ceinture de champion IBF et fais venir Lele Sadjo à Québec pour faire une défense. Une des possibilités sympas, c'est Jamie Munguia, dernier adversaire en date de Canelo, c'était en mai, qui est signé aussi top rank maintenant. Il a signé il n'y a pas longtemps, donc ça fait sens. Munguia, il affronte Eric Bazignan le 20 septembre. C'est marrant, c'est que Bazignan, c'est un autre gars de Eye of the Tiger, et même de la même salle que Christian Mbili. Christian ne veut pas l'affronter. Voilà. Franchement, je pense que Christian, c'est dur, mais il doit plutôt prier pour que Munguia s'impose, parce que si c'est Bazignan qui s'impose, il se retrouve un peu dans une situation mauvaise. Ça va devenir chiant, non
Ouais, non, voilà, pour terminer, moi, idéalement, je t'ai dit, hein, il gagne la ceinture, il la défend, et il faut qu'on profite. On n'est pas tout le temps dans ces situations-là. En tant que Français, on peut avoir des combats qui nous intéressent, nous. Donc je te dis, qu'il gagne la ceinture et qu'on fasse un choc contre les Lessadjo pour la ceinture. Et nous, le public français, on a ce qu'on veut. À un moment, il faut arrêter de penser aux autres. Et d'ailleurs, ça va vite, mais si Bazignan bat Munguia en septembre, comme je dis, il se retrouve dans des situations un peu machin, et que il n'est pas passé devant Shishkin, donc l'IBF fait school Shishkin au lieu de mettre Mbili dans ce combat-là. Eh ben, en fait, quand tu regardes, il y aura quasiment plus que les Lessadjo qui fera sens à ce moment-là de sa carrière. Tu vois, puisque t'as pas Munguia, tu peux pas affronter Bazignan, il est de ta salle. Et Canelo, il te donne pas encore le combat. T'as pas l'IBF. Bah ouais. Ça fera presque sens. Ça peut être bien. Ce qu'il y a à voir. Et ma dernière réflexion sur cette carte-là, je sais pas si tu as regardé les autres combats de la carte. J'ai regardé Makhmoudov, qui a perdu. Ouais, tout à fait. T'as pas regardé ceux d'avant? Je crois pas. Il y avait Abdullah Messon qui a continué la petite pépite qui continue. J'ai prévu de rattraper. Et le troisième combat, le Coco Main, quand même, c'est une réflexion que je me fais. Je suis pas sûr que le meilleur prospect super moyen sur cette carte, c'était pas Osles Iglesias, le Cubain. Oui, c'est vrai qu'il est très très fort. 26 ans, 12-0, 11 KO. Très impressionnant, gaucher. Rien de mettre en cause, Christian est un des meilleurs super moyens de la KT aujourd'hui, c'est un des meilleurs boxeurs de la KT. Mais Iglesias, il a un vrai avenir pour moi. Et il est pareil, il est de la même team, donc Christian l'affrontera pas, mais c'est un nom à surveiller pour la suite chez les super moyens. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je savais déjà qu'il était très bon, mais je vais rattraper le combat pour me remettre ça en tête. Franchement, ça mérite. Et très beau petit boxeur, le Cubain Osles Iglesias. En tout cas, on a hâte de voir la suite pour Christian Mbili, solide, bien sûr, toujours en quête de cette ceinture mondiale. Et j'y crois au chemin IBF. On va avoir Christian Mbili, champion du monde IBF, avant la fin de l'année ou en début 2025. Allez, on y croit. Donc on suivra bien sûr tout ça dans le RMC Fighter Club et sur RMC Sport. La suite pour Christian Mbili, la suite pour l'UFC. Comme on a fait ce débrief de l'UFC 305. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du Fighter Club. Salut mon baba. À très vite. Ciao, ciao. RMC Fighters Club.